Qu'est-ce qu'on est bien là? Fin de l'année passée, j'ai été contacté par la marque Origin. Après un petit café avec FX, aka François-Xavier Placet, on est resté sur le fait que je pouvais réfléchir à quel vélo ou quel type de vélo j'aurais souhaité essayer. Quelques mois plus tard, printemps, début d'été 2024, même si on ne dirait pas, dehors, me voilà avec cette Axome 3 GTO Ultra, donc de manière tout à fait transparente et afin que vous soyez informés correctement, ce vélo m'a été effectivement mis à disposition gratuitement par la marque. Je voulais quand même vous en parler un petit peu, même pas forcément pour faire de la pub pour Origin, mais aussi parce que c'est un vélo qui ne ressemble pas du tout aux autres vélos que je roule, qui a plein de caractéristiques techniques différentes. C'est aussi pour ça qu'il est intéressant et des caractéristiques qui m'ont d'ailleurs surpris. Alors, un peu d'historique. Quand je discutais avec FX et qu'il m'a demandé quel type de vélo j'aurais bien aimé essayer, j'avais en tête un vélo de course plutôt performant, mais si possible équipé en monoplateau, donc en one by. L'idée derrière tout ça, c'est que je voulais tester ce que c'était que de rouler avec un seul plateau devant. Ça me donnait également l'opportunité de tester des shifters sans fil de la marque SRAM. Et c'était aussi une idée en arrière-plan, l'opportunité de se faire un vélo avec des développements très faciles, encore plus faciles que ce qui se fait en standard par exemple chez Shimano. Et me voilà donc avec ce vélo que vous connaissez déjà, avec des couleurs un peu de Vespa italienne, mais c'est bien un vélo en tout cas assemblé en France. Donc après l'avoir roulé presque 800 km maintenant, il y a 5 ou 6 éléments qui m'ont surpris et que j'aurais aimé détailler avec vous pour vous donner des pistes de réflexion si vous souhaitez modifier votre vélo, si vous souhaitez acheter un nouveau vélo ou si vous réfléchissez voilà, déjà à quelle prochaine modification ou quels prochains achats vous souhaitez faire. Donc voilà, il s'est passé quelques mois, FX m'a écrit et m'a dit j'ai le vélo, on s'est donné rendez-vous et il l'a sorti du coffre. Je n'avais pas eu ni d'infos sur les équipements précis, ni d'infos sur la couleur. Et c'est ce magnifique Axome qui est sorti du coffre. Donc, première chose qui m'a surpris et que je n'aurais pas monté comme ça si ça avait été un de mes vélos, ce sont les pneus en 32 mm montés en tubeless. Voilà, ce sont donc des GP5000 en 32 mm. Il y a quelques temps, j'aurais dit « Oh là là, mais ça fait un effet d'ampoule sur la jante, c'est pas très aéro, tu peux être sûr qu'on perd 4 ou 5 watts, c'est dommage, 5 watts sur 300 km, tu ne te rends pas compte l'effort que ça fait. » Et tout, eh bien figurez-vous que voilà, je pèse actuellement un peu moins de 80 kg. J'ai trouvé un gonflage à 3,8, 3,9 bars devant, 4,1, 4,2 derrière. Et alors, mais ça roule tellement bien, je pense que j'aurais de la peine à passer à plus petit. Alors bien sûr, je devrais passer à plus petit sur des vélos qui ne supportent pas des largeurs comme ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'à mes prochains changements de pneus sur mes autres vélos, je passerai en 30 ou en 32. Ça apporte un tel confort, c'est vraiment comme si on était un peu sur cyle en bloc quand la route est irrégulière et je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc ça, c'était une excellente surprise. Deuxième surprise, deuxième montage que je n'aurais pas fait comme ça, c'est ce guidon. C'est un guidon Richey WCS. Je vous donnerai la référence en description. Je ne l'ai plus là exactement en tête. Mais il a une forme un peu particulière. Il est déjà flared, plié un tout petit peu en arrière. Il est flared au niveau de la différence entre la partie supérieure et la partie inférieure. Et il est un tout petit peu plus large que ce que je roule. Il doit faire à peu près 41 cm de largeur, alors que d'habitude je prends du 40. Mais il permet de donner une position assez relevée quand on se tient sur le haut. Et il redescend un petit peu. Et du coup, si on place ses cocottes comme il faut, on peut être relevé sur le haut, mais un peu plus aéro quand on se tient sur les cocottes. Le fait qu'il soit également élargi vers le bas donne vraiment beaucoup de contrôle en descente. Alors on prend un peu plus le vent, mais par contre c'est vrai qu'en descente technique, en descente bosselée, ça donne un niveau de contrôle très très appréciable. Voilà, encore une pièce que je n'aurais pas forcément montée comme ça. Moi je serais resté sur quelque chose à 40 cm d'assez assez droit, si possible avec voilà,
en carbone et avec un profil aéro, et donc une excellente surprise. Troisième élément qui voilà, me paraissait un peu une surprise, mais avec lequel pour l'instant je suis très content de composer, ce sont les spacers sous la potence. Alors voilà, on va dire en ce moment que les spacers trahissent un peu l'âge des cyclistes. Moi, j'ai jamais été très souple, mais là néanmoins j'ai quand même une jolie tour de spacer sous le jeu de direction, enfin dans le jeu de direction sous la potence. Alors c'est cool, bon, ça lui donne pas le look le plus racé du monde avec ses spacers plus ce guidon rehaussé, mais pour l'instant, alors que voilà, ce sont mes premiers quelques centaines, presque bientôt mes premiers 1000 km avec, c'est bien d'avoir cette marge de précision. On verra, je reviendrai tout à l'heure sur la potence, j'ai un truc à dire à propos de cette dernière, j'en ai deux même à dire. Mais ouais, première fois que j'ai autant de spacers sous la potence, c'est ridicule, c'est une catastrophe. Voilà, ça trahit mon âge, je pense. Quatrième élément intéressant de ce vélo, les roues. Donc, ce sont des Primal Orion C35 Pro, parce que je suis un pro. Alors, pro de quoi, je ne sais pas. Mais par contre, ouais, très chouette. Là aussi, si j'avais dû monter un vélo tout en carbone avec des freins à disque, j'aurais probablement pris des roues à profil plus haut, 45, 50 mm, 55. Mais c'est vrai qu'il faut dire que déjà en montée, on a en tout cas l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, mais on a en tout cas l'impression que ça réagit de manière plus légère et un peu plus spontanée, plus dynamique que des roues plus hautes, comme les Scope R5 que j'ai sur le Rose. Après, le Rose est un tout autre vélo. Mais ce sont aussi des roues qui sont très agréables lorsqu'il y a du vent latéral. Et ça, ce n'est pas du tout le cas des Scope R5 qui prennent excessivement le vent. Du coup, très bon compromis aussi. J'en suis arrivé à me demander si ce n'était pas la hauteur idéale pour des gens qui roulent voilà, à des vitesses comme moi. Donc ça aussi, c'est une surprise que je n'aurais pas forcément monté comme ça. Intéressant, hein. Voilà. Quatrième, non, c'est pas le quatrième, c'est le cinquième point. Donc ça, je savais que ce serait monté comme ça, mais j'en ai maintenant fait mes premières expériences. Et puis, vous pouvez également voir une vidéo sur mon avis sur le One By, sur le vélo de route ici. Effectivement, ce setup donc en monoplateau, même sur la route, je trouve que quand on est tout seul, il n'y a pas des masses de gêne, même s'il y a des changements de cadence un peu plus forts que sur un groupe 2x11 ou 2x12, surtout sur les petits pignons derrière. Moi, je n'y vois pas vraiment d'inconvénient, sauf si je devais faire une cyclo très rapide, par exemple le Tour du Lac. Là, je douterais peut-être parce que c'est moins facile de s'insérer dans un peloton de manière assez précise au niveau de la cadence avec du One By. Par contre, 12 vitesses monoplateau quand on est tout seul, c'est super. Et alors, quelle tranquillité d'esprit. Moi qui me suis en plus inscrit à un autre événement d'ultra cet été qui fait 360 km. Alors c'est beaucoup et c'est peu hein, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui font plus. Mais voilà, ça me donne vraiment la tranquillité d'esprit de me dire j'ai un braquet très facile pour monter les cols aussi si après plusieurs centaines de kilomètres je suis fatigué. Et ça fait du bien à l'esprit. Je reviendrai d'ailleurs sur ça tout à l'heure. Prochaine surprise que je n'avais pas essayé jusqu'ici, la Selle Italia Boost SLR. Voilà. J'étais un peu tombé, pas amoureux, mais je trouvais que les selles San Marco Short Fit marchaient bien pour moi. C'est la première fois que j'ai une Selle Italia SLR Boost. J'ai dû expérimenter un peu avec. Elle est plus large que, en tout cas ça c'est une L3 je crois. Elle est plus large que les selles que je roule d'habitude et lors des premiers kilomètres, j'ai eu des frottements au niveau du cucu, des petits frottements du cucu. Mais j'ai finalement trouvé une bonne position et comment j'ai fait ça? Déjà, j'ai baissé ma hauteur de selle de facilement 1 cm. Ce qui m'a fait un peu bizarre au début, mais on s'habitue. On a l'impression que tout doit se mettre en place, un peu les genoux, les jambes, on s'échauffe différemment, on sent des douleurs un peu différentes 10-15 minutes et ensuite ça part. Plus de douleur, une selle plus basse d'1 cm qui a permis, je pense, de bouger moins de gauche à droite et de réduire ces frottements. Et je l'ai quand même aussi légèrement, je vais vous montrer par là, j'espère qu'on va le voir, légèrement incliné vers le bas, enfin vers l'arrière. Je trouvais que j'avais beaucoup de points de pression ici et pour les réduire, je l'ai légèrement penché en arrière
là, depuis 2 ou 3 sorties, je pense avoir trouvé, en tout cas au niveau de mon arrière-train, la bonne position. Et ça, c'est aussi vraiment super. Donc, j'aurais tendance à la recommander aussi, même si j'ai dû un peu jouer avec. Et c'est vrai qu'elle est belle. Waouh! Elle est belle, mais le toucher, il n'est pas aussi soft touch que sur une San Marco Short Fit. Là, on a vraiment l'impression d'être dans une nouvelle Audi quand on touche. C'est dur, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah mon Dieu, c'est dégueulasse. Et puis, prochaine bonne surprise que je ne pensais pas utiliser. Alors, c'est la seule différence entre un Axome Ultra, que ce soit le GTO ou le GTR, c'est la fourche Ultra. La fourche Ultra, elle a des œillets avec des petites vis pour pouvoir monter des choses en plus, des bagages, des porte-gourdes, des sacoches, ce que vous voulez. Voilà, moi qui commence à m'inscrire à des choses qui durent 15-20 heures, eh bien allez savoir si je ne vais pas faire usage de ces points de montage pour ne pas charger mes poches. Je ne sais pas trop comment. Est-ce qu'on attache des snacks? Est-ce qu'on attache une bouteille devant? Quoique la bouteille ne sera vraiment pas très aéro. Mais en tout cas, une bonne surprise et quelque chose que je me réjouis d'essayer lors d'un événement de longue distance et qui ne mange pas vraiment de pain quand on ne les utilise pas. À savoir que cette fourche Ultra, elle est aussi dotée des trous qu'il faut pour faire passer les câbles éventuellement pour un moyeu dynamo. Ça, c'est vachement bien aussi. Voilà, alors on en parle, on fait l'éloge de ce vélo. Mais qu'est-ce que je changerais? Alors, première chose que je changerais probablement, c'est la longueur de la potence. C'est un vélo de taille L, sauf erreur, et si vous regardez sur le site et le configurateur d'origine, les vélos en taille L viennent de base avec une potence de 110 mm, une potence donc de 11 cm de long. Et ça, je ne sais pas si c'est dû à ma corpulence, si c'est dû à ma souplesse, mais en tout cas, je trouve ça légèrement trop long. Je vois que quand je suis fatigué, mon corps a tendance à revenir en arrière et à se tenir un peu en arrière du guidon, là, comme ça, ce qui traduit un reach trop long. Heureusement, je vais bientôt mettre la main sur une potence de 100 mm et une potence de 90, ce qui me permettra d'expérimenter un peu. Peut-être qu'on pourra raccourcir la potence et redescendre un peu cette dernière, enlever un peu des spacers et mettre une cheminée en haut. On verra, on pourra jouer un peu avec ces réglages-là. Mais oui, attention, si vous n'êtes pas trop souple, regardez peut-être... Prenez les mesures de votre ancien vélo si vous en avez un et regardez si c'est compatible. Et sinon, n'hésitez pas à mettre une potence un poil plus courte si vous n'êtes pas du genre les plus souples du monde comme moi. Un bon point par contre, et ça je l'avais aussi déjà évoqué dans une vidéo précédente, la potence elle va être très facile à changer. En tout cas sur ce setup là, on peut le prendre avec un setup complètement intégré où ce sera plus dur mais un peu plus élégant. Là les durées de frein passent à l'extérieur, donc elles passent sous la guidoline et pas dans le cintre, et elles passent sous la potence. Du coup, ce sera très facile de changer ça sans devoir tout recabler, sans devoir faire une purge des freins. Et ça, vous m'envoyez bien heureux. Moi, je suis bien prêt à faire ce compromis-là, d'avoir deux petites durites qu'on voit à peine qui passent en dessous, plutôt que tout intégrer. Je préfère pouvoir un peu régler mon cintre et ma potence. Donc ça, c'est un très bon point. Vivement que j'essaye les deux versions plus courtes. Et enfin, la dernière chose que je changerais jusqu'ici, c'est le plateau. Alors, pas qu'un plateau de 40 avec une cassette de 10-44 soit problématique, loin de là, c'est déjà un rapport de vitesse plus facile que ce qui se fait en standard chez Shimano, même sur du 105. Je crois que le 105 12 vitesses par définition, c'est du 34-36, la vitesse la plus facile. Là, on est sur du 40-44, donc je crois que le rapport est plus favorable. Mais quoi qu'il en soit, je vais changer le plateau pour mettre du 38 devant. Comme ça, j'aurai du 38-44. Là aussi, vidéo précédente, ici, qui vous explique pourquoi je fais ça. C'est vraiment pour avoir une vitesse encore plus facile et peut-être aussi me rassurer psychologiquement pour ces événements de longue distance et de cumul de dénivelé positif très importants qui m'attendent cet été. Donc là, j'ai la pièce, comme vous le voyez. Il n'y a plus qu'à faire le changement. Il faudra que je regarde aussi si je dois un peu raccourcir la chaîne. Voilà, pas raccourcir la chaîne YouTube, raccourcir la chaîne du vélo. Voilà, il est peut-être un peu trop roulé cette semaine, moi. Des blagues un peu nulles.
Quoi qu'il en soit, abonnez-vous, mettez des pouces. Vous savez aussi, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, j'en parle pas, mais voilà. Qu'est-ce que je gagne avec Tipeee, moi? 2 € par mois, ou 4 peut-être. Merci aux gens qui me soutiennent sur Tipeee, vous êtes 3. Ça fait hyper plaisir. Et merci Origine.